Rubio est devenu la principale cible de la propagande cubaine après que la dictature a cherché à transformer la pression américaine en campagne de peur contre son peuple. Dans la matinée de ce mardi 9 juin 2026, l'affaire a pris plus d'ampleur parce que l'offensive de la Havane contre Marco Rubio est apparue en même temps qu'une série de faits qui affaiblissent le régime de l'intérieur et de l'extérieur. Des fake news attribuées à Donald Trump sur la déportation totale des Cubains, des attaques contre Rubio dans des pièces de propagande avec des comparaisons nazies, de nouvelles sanctions contre des personnalités liées à l'élite cubaine. Raúl Castro, sous pression de la justice des États-Unis. Le régime veut donner l'image qu'il résiste à une agression étrangère. Mais ce qui ressort, c'est autre chose. Rubio rejoint ce centre car c'est le nom qui gêne le plus la Havane dans le gouvernement Trump. Il connaît la machine cubaine, parle la langue politique de l'exil et défend une ligne dure contre la direction communiste. La dictature tente d'inverser l'histoire en attaquant ses opposants et en protégeant ceux qui contrôlent l'île. Que visait la propagande cubaine contre Rubio ? Comment Trump et Rubio ont-ils acculé la Havane dans cette nouvelle phase ? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'offensive a commencé par la tentative de transformer Marco Rubio en méchant public dans la narration officielle cubaine. Sur les réseaux sociaux et dans les contenus liés à l'appareil de communication du régime, des attaques ont circulé contre le secrétaire d'État américain et contre Donald Trump. L'un des points les plus graves a été la diffusion de supposées phrases attribuées à Donald Trump concernant la déportation totale des Cubains. Quelque chose utilisé pour répandre la peur parmi les familles cubaines et créer l'impression que Washington serait contre le peuple cubain et non contre la dictature. Ce type d'opération est simple. D'abord, on crée une phrase explosive et finalement, la machine d'État utilise la panique générée pour dire que seul le régime peut protéger la population. Marco Rubio est au centre de cette guerre en tant que visage politique de la pression américaine sur la Havane. La réaction du régime a dépassé le cadre diplomatique. La dénonciation relayée par les journalistes cubains en exil évoque aussi des affiches et messages cherchant à présenter Rubio comme un nazi. La manœuvre est lourde, mais elle n'est pas nouvelle. Les dictatures ont l'habitude de qualifier leurs adversaires de monstres pour éviter de parler de leurs propres échecs. Quand l'électricité manque, la nourriture manque, la liberté manque et qu'il y a trop de privilèges pour l'élite, le régime doit fabriquer un ennemi extérieur. Rubio est devenu cette cible parce qu'il représente exactement ce que la direction cubaine craint. Sanctions, enquêtes, exposition internationale et pression directe. Le problème pour la Havane, c'est que les faits récents n'aident pas la narration de la dictature. Le département de la justice des États-Unis a annoncé en mai l'inculpation de Raúl Castro et de 5 autres accusés pour leur implication dans l'abattage de 2 avions civils non armés du groupe Hermanos al Rescate en 1996. Raúl Castro est réapparu lors d'un événement au ministère de l'Intérieur, entouré de figures de la sécurité cubaine. Pendant ce temps, Miguel Díaz-Canel a tenté de protéger son image en affirmant que Raúl serait Cuba et que Cuba ne se touche pas. La scène a été mise en place pour montrer la force, mais elle a aussi révélé la peur. Le ministère de l'Intérieur n'est pas un simple organe au sein du régime. Il est lié à la sécurité de l'État, à la répression interne, à la surveillance politique et au contrôle de la population. Ce message devient encore plus clair avec la présence de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, connu sous le nom de El Cangrejo. Petit-fils de Raúl Castro, il apparaît de plus en plus comme une pièce importante dans les coulisses de l'élite cubaine. Son image avec un grade élevé au sein du ministère de l'Intérieur alimente l'idée que la famille Castro tente de préparer une transition contrôlée sans remettre le véritable pouvoir au peuple cubain. Le régime parle de souveraineté, mais dans la pratique, il montre une caste fermée où le nom de famille, l'uniforme, les affaires et la sécurité se confondent. Les États-Unis ont resserré l'étau autour de l'élite. Trump a imposé de nouvelles sanctions contre Miguel Díaz-Canel, son épouse Liz Cuesta, Manuel Anido Cuesta, des noms liés à la famille Castro et des entités associées au régime. La pression vise ceux qui dirigent le système, ceux qui en bénéficient et ceux qui utilisent l'État pour maintenir leurs privilèges. Dans des quartiers de la Havane et d'autres régions, des manifestations contre le manque d'électricité ont de nouveau éclaté. Il y a des témoignages d'habitants passant des heures sans électricité, sans gaz et sans conditions minimales pour une vie quotidienne normale. C'est ce point qui démolit le discours officiel.
Le régime essaie de tout mettre sur le dos de Washington, mais il gouverne Cuba depuis des décennies. Il contrôle l'économie, contrôle la presse, contrôle la police et contrôle le parti unique. Malgré cela, il demande plus de temps, plus de sacrifices et plus de silence de la part de la population. Díaz-Canel essaie de vendre l'idée d'une ouverture économique, mais le secteur privé, accepté par la dictature, n'est pas vraiment libre. Ce que l'on voit, c'est une ouverture sélective, protégée, surveillée et bien souvent proche de figures ayant accès au pouvoir. Les entrepreneurs indépendants restent limités, tandis que des personnes liées à l'élite jouissent de privilèges. Ce contraste est également apparu lors de la réunion du candidat républicain Vic Mellor avec Raúl Guillermo Rodríguez Castro à La Havane. Mellor a déclaré avoir participé à 2 conversations avec le petit-fils de Raúl Castro et a parlé d'opportunités d'affaires, l'avenir de Cuba et l'ouverture économique. Il a voyagé en tant que citoyen privé et candidat, pas en tant que représentant du gouvernement américain. Même ainsi, la scène a alimenté une question gênante. Qui est autorisé à discuter de l'avenir économique de l'île, le peuple cubain ou le cercle familial qui contrôle les coulisses du régime? La dictature tente de présenter El Cangrejo comme le visage d'une nouvelle phase, quelqu'un capable de parler d'affaires et de changement. Mais cette image entre en conflit avec la structure même du castrisme. Il n'existe pas de véritable transition lorsque le pouvoir reste entre les mains de la même famille, du même parti et des mêmes organes de sécurité. Il n'y a pas de véritable ouverture lorsque la presse est contrôlée et que le citoyen ne peut pas choisir librement qui le gouverne. Ce qui existe, c'est une tentative de recycler la façade pour sauver le système. La campagne contre Rubio doit être comprise dans ce contexte. Lorsque la Havane accuse, crie et tente d'attribuer des étiquettes extrêmes au secrétaire d'État, elle réagit à la perte d'influence. La dictature sait qu'une partie importante de la communauté cubaine aux États-Unis suit chaque pas et exige de la fermeté. Elle sait aussi que le récit de la résistance révolutionnaire ne convient plus comme avant. Trump entre dans cette histoire comme le président qui a de nouveau mis Cuba sous pression directe. Sa ligne ne traite pas la Havane comme un gouvernement normal en crise administrative, mais comme une dictature communiste soutenue par la répression, la propagande et le contrôle économique. Cette vision donne de la force à Rubio et irrite profondément le régime. La propagande tente donc de détacher le peuple cubain de la politique américaine en utilisant la peur migratoire, des rumeurs d'expulsion et des accusations graves contre des membres du gouvernement Trump. La dictature a besoin que le Cubain ordinaire voie Washington comme une menace, car s'il commence à voir l'élite elle-même comme le problème, le discours officiel, o discurso oficial desaba. La tentative de transformer Rubio en ennemi nazi montre le niveau de la guerre de propagande. C'est une accusation faite pour choquer, pas pour expliquer. Cela sert à produire de la colère, de la confusion et de la peur. Mais à chaque exagération, le régime révèle sa faiblesse. S'il avait des résultats économiques à montrer, il montrerait de la nourriture. S'il avait de la liberté à montrer, il montrerait des élections libres. S'il avait un soutien populaire spontané, il n'aurait pas besoin d'entourer Raúl Castro d'uniformes, de sécurité et de cérémonies d'État. La propagande devient un bouclier lorsque la réalité devient trop pesante. C'est le régime qui essaie de survivre alors que sa propre propagande commence à révéler l'ampleur de la peur. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé en toute vérité chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour rester encore mieux informé. Restez bien actifs dans la communauté de Milson Alves.